Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision. Les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette édition, vous le savez, dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter. Et puis après la météo, c'est Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau aujourd'hui. C'est Aurore Berger, la députée des Yvelines et qui est porte-parole de La République En Marche qui sera sur ce plateau. Enfin, troisième partie avec l'actualité parlementaire. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un tout petit instant. On ouvre ce journal avec la situation dans la ville du Mans. Caravane en feu, blocage des voies SNCF, échauffourées. De vives tensions ont opposé forces de l'ordre et forains toute la journée d'hier. Les forains réclament de continuer à travailler dans le centre-ville. La mairie refuse de son côté toute discussion sous la pression ou la violence. Au Mans, la situation reste très tendue, comme le montre ce reportage au cœur des manifestations signées des équipes de Via LMTV, notre partenaire. La place des Jacobins disparaît sous un épais nuage de gaz et de fumée. Une caravane enflammée a été poussée à proximité du cordon de gendarmes mobiles, positionné pour barrer la route de la mairie aux 500 forains en colère. Certains équipés lourdement de casques, boucliers, battes de baseball ou barres de fer. Face à eux, les gendarmes répliquent à coups de bombes assourdissantes et gaz lacrymogène. Une immense benne est poussée comme rempart entre eux et les forces de l'ordre. La plus grande confusion règne sur la place des Jacobins. Avant un retour au calme précaire, des groupes partent vers l'A11 et la gare. C'est ça, c'est pas notre métier. C'est inadmissible d'être là juste pour pouvoir travailler. Monsieur Macron et les Gilets jaunes, ça fait des mois et des mois qu'ils cassent tout. Et en une heure, il a donné 10 milliards d'euros, je ne sais pas combien, au mois de janvier, je ne sais pas. Nous, on ne demande pas un euro. En début d'après-midi, les forains espéraient une rencontre avec Stéphane Le Foll. Ils ont trouvé porte close en mairie. Une fois de non-recevoir, les propositions de la mairie sont fermes et définitives. Ils veulent impressément nous mettre au panorama. Chose que nous refusons parce que ce n'est pas négociable pour nous. Et la mairie reste campée sur ses positions, quitte à ce que ça dégénère davantage. Nous leur avons prévenu de faire le maximum pour éviter les troubles que pourrait générer cette manifestation. À voir, ils s'en contrefichent, eux. C'est leur décision, c'est le panorama, point final. Donc voilà, aujourd'hui, la manifestation continuera demain, après-demain, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à temps qu'on trouve des solutions. C'est reparti pour une série de blocages. Direction la gare. Pour la deuxième fois de la journée, les forces de police en nombre les attendent. Les forains passent donc par les quais et envahissent les voies. Ils sont rapidement fait déloger. Des affrontements qui ont fait un blessé du côté des forains et une interpellation. Voilà, et sans transition, on en vient à l'impact économique de la crise des Gilets jaunes. À Toulouse, 1800 commerçants ont été impactés par les manifestations et ont décidé de solliciter des aides. La direction des impôts et l'URSSAF a créé une brigade d'intervention pour leur faciliter l'accès aux aides et proposer une solution adaptée à leurs besoins. Les détails de cette aide d'urgence avec Sarah Thuonnet pour la chaîne Via Occitanie. Vos difficultés sont liées au mouvement Gilets jaunes. Nous serons en mesure de réaliser une remise des majorations de retard. Un cadeau qui est le bienvenu ici pour les commerçants de Toulouse. Casse, baisse de fréquentation. Depuis 5 mois, ce sont les premières victimes de la mobilisation des Gilets jaunes. La brigade de la CCI de Haute-Garonne, composée d'agents des impôts et de l'URSSAF, leur vient en aide. Soit un report des cotisations sur quelques mois, un décalage dans le temps, mais à très court terme, sur 1, 2, voire 3 mois maximum. Mais si vraiment les difficultés financières de l'entreprise sont plus importantes, on peut engager des délais de plusieurs mois, bien au-delà. Ce fonds de solidarité, un soulagement pour la gérante de ce centre de jeux ludiques à destination des familles. Il est situé en plein cœur de Toulouse. En 5 mois, l'entreprise a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Parce que débouler avec une poussette, un bébé, on ne prend pas le risque de ne pas avoir de métro, de ne pas pouvoir sortir d'un parking, de ne pas...
Voilà, de ne pas se promener dans les rues avec des bébés, quoi. Et du coup, nous, on prend super cher, quoi. Dans la ville rose, près de 1800 commerçants ont été impactés par les manifestations. Plus d'un tiers a sollicité cette aide. Peut-être en souffrez-vous, le manque de sommeil est devenu un véritable fléau pour les Français. Un nouveau centre du sommeil a ouvert à Épinal. Une batterie de tests est effectuée durant 24 ou 48 heures au sein du centre afin de découvrir les causes de ce manque de sommeil et de surtout proposer des solutions. Les explications de Ludovic et Bicilia pour Via Vosges. Les Français dorment mal et de moins en moins. En moyenne et selon Santé publique France, seulement 6h42 par nuit. C'est 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. En réponse à ce problème grandissant, un centre du sommeil du réseau CEREV a récemment ouvert à la clinique d'Épinal. Jusqu'à 6 patients peuvent ici subir simultanément une batterie de tests pendant 24 ou 48 heures non-stop. L'admission se fait sur prescription médicale, mais une consultation sur rendez-vous est également possible. Les principales causes des troubles du sommeil, endormissement tardif à cause des rythmes de vie et des écrans, et bien sûr environnement perturbant, chaleur, bruit. En cause également certaines pathologies cardiovasculaires, elles aussi de plus en plus fréquentes. Les problèmes neurologiques qui puissent entraîner comme conséquence gravissime un accident vasculaire cérébral. Parce que nous restons toujours sur quelque chose qui concerne les apnées. Les apnées, c'est aussi important, mais on dirait que cet aspect-là cache des autres choses plus essentielles. Avant de visiter les chambres de ce nouveau service, les participants à la journée porte ouverte ont pu assister à une conférence du docteur Medina et découvrir le fonctionnement de certains appareils de traitement. Au mois de février, j'ai fait un examen chez mon cardiologue et puis je lui ai expliqué que j'étais très fatigué dans la journée, surtout en me levant le matin. Et elle m'a posé un appareil et cet appareil que j'ai gardé une nuit a détecté que je faisais de l'apnée, 36 à l'heure, comme on dit. Donc à partir de là, on m'a posé un appareil. Je sens déjà beaucoup de mieux. Je me lève plus fatigué. L'occasion également de sensibiliser les jeunes parents. Le ronflement est banal chez l'enfant. On pense que c'est uniquement que nous adultes. Non, il n'est pas si banal. Il peut être même plus grave. S'il y a un sommeil perturbé, il y aura des problèmes par rapport à la mémorisation, par rapport aux études. Au regard de la prévalence grandissante des troubles du sommeil, l'ouverture récente de ce centre de dépistage semble bienvenue. À Épinal, seul l'hôpital Émile Durkheim s'y intéressait et s'y intéresse toujours, avec toutefois une organisation qui ne permet pas systématiquement un suivi en continu sur 48 heures. Regardez maintenant ce reportage sur deux jeunes vraiment ingénieux. Comment retrouver des pièces automobiles disparues? Deux étudiants ont créé l'entreprise Mecaplace. Grâce à des imprimantes 3D, celle-ci propose depuis un an de fabriquer des pièces automobiles qui ne sont plus disponibles. Grâce à leur savoir-faire, ils peuvent reproduire des pièces en plastique ou en métal. Regardez ce reportage de Fabien Léger pour Canal 32, notre partenaire. Âgés de 21 ans, Julien et Valentin sont les fondateurs de Mecaplace. Quand tu regardes, là, c'est quand même courbé. Ici, ils répondent aux besoins d'un restaurateur auto. Là, on est en train de refaire donc un cache plastique qui allait sur les points d'ancrage sur les Citroën XM. Le problème, c'est qu'on n'en trouve plus. Leur solution, à partir d'un modèle original, ils prennent les côtes, puis impriment la pièce dans un matériau moderne. Voilà. Un monogramme d'aile, l'original. C'est une pièce qui fera l'objet d'une post-production, donc pour pouvoir avoir un effet un peu plus lissé et éventuellement une peinture. Je pense que c'est mieux que l'origine, puisque aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les nouvelles matières, on arrive à quelque chose de moins cassant, plus résistant. On ne peut pas se permettre de reproduire des pièces qui seront sécuritaires pour le véhicule, mais on peut quand même se permettre maintenant de refaire des pièces qui vont avoir des contraintes très importantes. Des brides pour des carburateurs accolés au moteur qui doivent supporter les hydrocarbures et la chaleur. Et aujourd'hui, on peut se permettre de faire des pièces en plastique qui peuvent résister à ces contraintes-là. Les premières commandes datent d'1 an. Hormis le sur-mesure, ils souhaitent proposer un catalogue de pièces qui ne se fabriquent plus. Selon eux, ce service est simple et utile pour tous les collectionneurs comme Valentin. Actuellement, ils sont hébergés par une autre entreprise, dit Studio 3D, au sein de la Technopole de l'Aube. Ils attendent d'être évalués avant de prétendre à leurs propres locaux, avec toujours la volonté de collaborer
au sein de la structure. Ce sont des jeunes très intelligents qui réfléchissent beaucoup à l'aspect business plan, à l'aspect marketing, à l'aspect commercial. Moi, je leur apportais le côté technique et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ensemble se réunit. Ça représente un sujet de développement intéressant pour Distulo 3D. On peut du coup grandir ensemble. C'est l'avantage de la Technopole. On est proche finalement de nos partenaires et par exemple pour des pièces lambda qu'on ferait sous-traiter ailleurs, ce serait dommage, on perdrait du temps, on perdrait surtout des connaissances que Distulo 3D a. Après 2 années de préparation, ces 2 jeunes entrepreneurs se donnent encore 6 mois pour évaluer la viabilité de leur projet. On trie mieux ses déchets à Paris. Avec ses couleurs noires, bleues et jaunes, elles sont de plus en plus familières des Parisiens. Ces stations de tri ont fait leur apparition en 2016. Elles permettent aux riverains de trier leurs déchets. Grâce à elles, Paris veut inciter ses habitants à adopter les bons comportements. Sébastien Côté pour Via Grand Paris. Avec ses couleurs noires, bleues et jaunes, elles sont de plus en plus familières des Parisiens. Ces stations de tri ont fait leur apparition en 2016. Elles permettent aux riverains de trier leurs déchets. 40 sont disponibles dans la capitale. Les grandes agglomérations sont moins vertueuses dans le recyclage des déchets. On trie 2 fois moins dans les villes que dans les campagnes. Et Paris n'échappe pas à cette réalité statistique. Il y a quelques causes structurelles, la densité de population et l'exiguïté des logements qui sont des freins clairement au tri. Grâce à ces stations, Paris veut inciter ses habitants à adopter les bons comportements. En 2019, les Parisiens peuvent trier tous les déchets plastiques. Les consignes donc évoluent. En plus des bouteilles et flacons, on peut mettre par exemple les barquettes de jambon, les pots de yaourt qui sont en polystyrène et plein d'autres choses en emballage plastique. C'est 100% des emballages à Paris vont dans le bac de tri. Ces stations de collecte de déchets vont se multiplier dans la capitale. 1000 doivent être déployées dans les 3 prochaines années. Vous voyez, une station comme celle-ci, c'est 2 tonnes d'emballage collecté par mois. Et lorsqu'on va en déployer 1000, vous voyez, 20 000 tonnes, donc c'est pas négligeable. Et on espère même que, au-delà de ces 20 000 tonnes, après, que les Parisiens se mettent à mieux trier aussi dans le bac de tri. Moderniser le recyclage pour que chaque Parisien adopte les bons gestes. Pour les aider, une application, le guide du tri, a même été créée. Effectivement, vous avez une première page d'accueil sur laquelle vous pouvez renseigner le type d'emballage de l'objet, elle vous géolocalise. Admettons que là, par exemple, je vais trier un pot de yaourt en plastique et nous donne directement la consigne de tri, donc effectivement par composant de l'emballage, donc le pot en plastique, mais aussi l'opercule en plastique et éventuellement la cartonnette autour des pots de yaourt qu'il pourrait y avoir effectivement au moment où on souhaite s'en débarrasser. À Paris, 4 personnes sur 10 trient systématiquement ces déchets. Voilà, dans un instant, c'est le Club de la Presse avec Denis Jambard et Patrice Moyon. Mais tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale qu'on examine ensemble. À tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre avec la Chine évidemment, commande record pour Airbus. C'est la dépêche du midi et c'est à sa une aujourd'hui. Une commande géante de 300 avions pour une facture de 30 milliards de dollars, 290 Airbus à 320, 10 à 350. Le contrat signé hier est nettement plus important que le préaccord annoncé il y a plus d'un an qui portait sur 184 appareils. Une avancée importante et un excellent signal de la force des échanges entre la Chine et la France, a déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron au cours d'une cérémonie hier à l'Élysée. Et puis autre contrat, EDF qui va investir 1 milliard d'euros dans 2 projets de parcs éoliens en mer de Chine. Le groupe français de matériel électrique Schneider Electric va coopérer avec le constructeur chinois PCC pour moderniser leurs usines en Chine, en Arabie Saoudite et à Dubaï. L'Élysée estime potentiellement à 6 milliards d'euros le montant de ces accords. Alors, on en parle dans un instant avec Denis Jambard et Patrice Moyon dans le Club de la Presse. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA comme on les appelle, c'est une bonne nouvelle. Nous fumons de moins en moins en France. C'est un record. Le nombre de fumeurs a baissé de 1 600 000 personnes depuis 2016. Tabac plus cher, traitement mieux remboursé, prévention. Chaque mois, 100 000 personnes arrêtent de fumer dans l'Hexagone. Reportage en Alsace où les habitués ont plus de mal à décrocher. Mais néanmoins, les jeunes fument moins. Le tabac, je rappelle, est la première cause de mortalité évitable en France et provoque 78 000 décès par an. Et puis à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de Nouvelle-Aquitaine, les européennes, en ordre de bataille. Ça y est, c'est parti.
Les partis sont en ordre de marche pour les européennes. Le départ annoncé du gouvernement de Nathalie Loiseau pour mener la liste de la République en marche donne un coup d'accélérateur à la campagne dont les principaux protagonistes sont désormais connus. La ministre des Affaires européennes va prendre la tête de liste du parti présidentiel pour le scrutin du 26 mai. Deuxième sur cette liste, l'écologiste Pascal Canfin, ancien ministre délégué au développement au sein du gouvernement Ayrault. Et puis côté sondage, la République en marche fait la course en tête des intentions de vote, suivi de près par le Rassemblement national. Et puis à la une de la Nouvelle République des Pyrénées, le Messi Maradona, il y a 30 ans, avec une immense photo d'ailleurs. Le 26 mars 1989, Diego Maradona effectuait un pèlerinage à Lourdes, une visite qui a marqué le footballeur argentin. Fervent croyant, le dieu du ballon rond était venu se recueillir pour honorer une promesse faite à son épouse 2 ans auparavant, remercier la Vierge de la naissance de leur fille. C'était un honneur et surtout un bonheur, se souvient l'ancien maire de Lourdes, Philippe de Steblazy, venu accueillir en personne le prodige du football argentin, accompagné donc de sa femme Claudia, de leur fille Dalma Lourdes et de son ancien coéquipier ami Carlos Bianchi. Voilà. Avec un Philippe Douste-Blazy bien jaune sur la photo, bien brun. Merci beaucoup, Xavier. On vous retrouve en troisième partie d'émission pour l'actualité parlementaire. On passe tout de suite au Club de la Presse. À tout de suite. Bonjour Denis Jambard, vous êtes éditorialiste à Nice ce matin. Merci. Bonjour Cyril. Plateau ce matin. Bonjour Patrice Moyon de Ouest France, le premier quotidien français d'ailleurs. Merci d'être là ce matin. On démarre. Alors j'ai vu la une de la dépêche là il y a un instant. Les téléspectateurs l'ont vu également. Chine commande record pour Airbus. Denis Jambard, c'est la France qui gagne des contrats depuis 24 heures. Alors très bonne chose pour l'économie. Il faut applaudir qui là? C'est surtout la Chine qui tisse sa toile en Europe, parce que naturellement on s'arrête sur cette commande formidable, et tant mieux. Il faut quand même rappeler qu'une partie de ces avions seront construits à Tianjin, qui est l'usine Airbus en Chine, qui va en produire 6 par mois à partir de l'année prochaine. Quid de Toulouse Non, mais bien sûr que Toulouse et la partie allemande de Airbus vont largement en profiter. La question, est-ce que c'est sur 10 ans, sur 2 ans? Là encore, c'est à débattre et on verra exactement comment ça se passe. C'est une très bonne nouvelle, on ne va pas le contester. Mais il faut voir l'ensemble de l'action chinoise. Le président chinois, il était au Portugal, il a investi. Ils sont en train d'ouvrir des grandes portes en Europe. Et je crois qu'Emmanuel Macron a raison de dire, alors même s'il y a une réponse française aujourd'hui, qu'il faut qu'il y ait une réponse européenne. Et je trouve très significatif d'ailleurs que Paris accueille Mme Merkel et le président de la Commission pour une rencontre européenne avec le président chinois. Ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'intéressant. C'est contradictoire ce que vous dites, puisque en fait, ils signent des contrats avec des pays européens. Oui, Airbus, c'est une entreprise européenne, c'est pas simplement une entreprise française. Mais il signe des contrats au gré à gré, j'allais dire. Oui, mais voilà. Il va en Italie, il signe des contrats, il vient en France, il signe des contrats. C'est pour ça que la réponse européenne, on voit bien que l'Europe est faible, c'est une passoire, on peut y entrer comme on veut, et la Chine y entre. Elle est en train elle a passé des contrats avec l'Italie, qui s'est mis dans le fameux programme de la route de la soie. Elle est entrée au Portugal, où elle contrôle pour l'essentiel désormais la production énergétique, en tout cas d'électricité, 35% du marché de l'assurance, 15% du marché bancaire. C'est-à-dire qu'elle place ses pions, c'est la technique chinoise. Ce sont des impérialistes particuliers. C'est l'impérialisme par le commerce et non pas par la force. Ça a toujours été de très grands commerçants. Oui, bien sûr. Quand vous allez dans le sud-est, l'Asie du Sud-Est, vous vous rendez compte que tout le commerce hors Chine est tenu par des commerçants chinois. Et donc, ils sont en train de développer cette stratégie. On le sait en Afrique. Et maintenant, l'une de leurs cibles, 500 millions de consommateurs, c'est l'Europe. Alors, EDF, 1 milliard de contrats conclus, BNP Paribas, pareil, Schneider Electric, 5 milliards. L'embargo sur les volailles est levé également, Patrice Moyon. Ça va concerner votre zone, là. Oui, alors... Ça va plaire dans l'Ouest. Oui, on voit bien que on sait que la Chine a longtemps fait de l'autosuffisance un objectif. Elle sait aujourd'hui qu'elle ne pourra pas
atteindre cet objectif compte tenu de son peu de terres disponibles. Donc elle aura besoin d'échanges agroalimentaires. Donc effectivement, pour les éleveurs européens, c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Il y avait un embargo imposé depuis longtemps, hein, je crois depuis 2015. Depuis 2015. Alors, à cause de la grippe aviaire, oui, on se rappelle cette épidémie. Oui, alors il faut savoir quand même que la Chine utilise aussi l'arme sanitaire comme un moyen aussi de contrôler le commerce agroalimentaire en fonction de ses besoins. On a déjà vu des lots partir d'Europe et puis au milieu du trajet, les normes changent et la cargaison est bloquée parce que en quelques heures. En quelques heures, on décide. Donc il faut le contraire de l'Europe, quoi. L'Europe, la Chine a vraiment effectivement une vision stratégique. Hein. Elle développe ses pions, elle pousse ses pions partout où ça l'arrange. Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours, le temps de la naïveté est révolu, et je pense qu'il a raison. Il faut que les Européens aient une vraie réflexion stratégique, notamment sur les enjeux industriels, parce que la Chine, on a vu par exemple dans le domaine de l'agriculture, la Chine a fait main basse sur le grand groupe suisse Syngenta. On se souvient des contrats extraordinaires dans le domaine ferroviaire il y a quelques années, et aujourd'hui, la Chine qui prévoyait le transfert technologique, et aujourd'hui, la Chine a un acteur majeur dans le domaine ferroviaire. Donc demain, la Chine veut aussi être un acteur majeur dans le domaine aéronautique. Et une commission qui refuse une fusion européenne sous le prétexte qu'ils n'ont pas le TGV. Or, on voit qu'ils vont extrêmement vite. On dit qu'ils n'auront le TGV que dans 10 ans. Rien ne nous démontre qu'ils ne l'auront pas dans 2 ou 3 ans. Tellement ils peuvent aller vite. Mais ce qu'il faut voir aussi, je prends une entreprise absolument remarquable, une des plus belles entreprises françaises comme Valeo, qui a son principal marché maintenant, c'est la Chine. Eh bien, il faut savoir que ces centres de recherche là-bas, ce ne sont pas des Français. Vous avez des centaines de chercheurs, ce sont des Chinois. Et c'est ça la nouvelle concurrence mondiale, d'ailleurs. Il faut le voir, parce que l'avenir du monde, il est dans la recherche et le développement. On a toujours eu cette force-là. On est un pays qui produit de la recherche. Mais aujourd'hui, nos entreprises, quand elles se développent à l'exportation, elles n'apportent pas simplement notre savoir. Elles font naître du savoir là-bas. Et c'est ça qui est très important. Et on le voit sur la 5G, sur l'intelligence artificielle. Là aussi, il y a une concurrence mondiale et, disons, un développement phénoménal des Chinois. Et on aimerait qu'il y ait une réponse européenne. Comment voulez-vous qu'un petit pays de 60 millions d'habitants, qui est quand même, c'est un miracle extraordinaire, 5e ou 7e puissance mondiale... Oui, il y a un débat. Oui, mais bon, c'est le FMI, la Banque mondiale. Alors, disons, elle est dans les 7 premières puissances mondiales. Puisse quand même résister à un pays de 1,4 milliard de personnes en plein développement et qui investit dans les secteurs stratégiques. La même question est posée aujourd'hui avec les batteries, puisque l'essentiel des batteries est aujourd'hui produit en Asie. Donc la valeur ajoutée du secteur automobile est en train de se déplacer en Asie et donc en Chine. J'ai une question, Denis Jambard. Vous connaissez l'attrait des jeunes Français quand ils créent des start-up qui marchent bien, d'aller prospérer aux États-Unis, de quitter le pays, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose? Ça deviendra la même chose avec la Chine. Je vous prends l'exemple, j'avais visité il y a quelques années l'école centrale qui a installé donc une école centrale, donc l'école centrale française d'ingénieurs à Pékin, qui connaît un succès fou avec de très nombreux Chinois qui vont devenir et qui sont aujourd'hui des centraliens. Est-ce qu'il y aura cet attrait pour la Chine, comme il y a eu pour les États-Unis ces dernières années pour les jeunes? C'est déjà amorcé. On sait que le centre du monde est en train de se déplacer. Il se déplace depuis fort longtemps, d'ailleurs. Il faudrait se réveiller, ou en tout cas, bon, quand même, on est réveillé. Que la Chine s'est éveillée, que le centre du monde, de l'avenir du monde, se passe autour du Pacifique, et notamment avec la Chine. N'oublions pas non plus ce qui est en train de se passer en Inde. Mais leur attractivité va être importante. Fatalement, elle sera importante. De mode de vie, en termes de culture, en termes de... Mais fatalement, elle sera importante en termes industriels, en termes de recherche, en termes de compétition économique et commerciale. Et donc, il y a déjà un mouvement, il n'est pas impossible qu'il se développe. Et d'ailleurs, on peut beaucoup critiquer une Silicon Valley, mais je ne manque pas de le faire. Il a bien compris cet enjeu, ce bras de fer qu'il a engagé avec la Chine pour essayer de rééquilibrer. On connaît les tensions commerciales entre les deux pays. Mais je veux dire, c'est pas là, en l'occurrence, il n'est pas naïf. Et comme le rappelle Patrice quand il dit, Macron a dit, cessons d'être naïfs. Oui, cessons d'être naïfs. Soyons réalistes.
car c'est en train de devenir la première puissance mondiale, mais ne soyons pas naïfs. Ceci étant, je ne suis pas sûr que la Chine fasse rêver comme les États-Unis font encore rêver beaucoup de gens dans le monde. La nouvelle puissance chinoise inquiète, mais je pense aussi que les Européens ont des atouts. C'est-à-dire que s'ils savent jouer collectif, ils ont quand même pour eux l'histoire, ils ont une qualité de vie, d'éducation. Donc c'est à eux de préparer des grands enjeux de demain. On parle de la 5G, mais demain, les déplacements, l'hydrogène, peut-être qu'il faut investir en recherche et développement. Oui, mais si vous voulez, ils n'ont pas besoin de cette intelligence extérieure, le brain drain, comme l'ont fait les Américains. On voit bien, je reprends cet exemple de Valeo, ils ont leurs propres chercheurs. Les Indiens aussi, il ne faut pas se tromper. Une petite quelques secondes pour parler de votre page régionale. Douche froide pour les salariés d'une usine qui risque de fermer. Oui, alors finalement, vous vous souvenez avec la crise des Gilets jaunes, on a vu cette question de désertification. Et désertification, elle est aussi industrielle. Le site de Bessay-sur-Bray, Arjowiggins, c'est une papeterie. 713 emplois menacés, j'ai vu. Oui, et pour cette commune de 2200 habitants, c'est 560 emplois qui sont menacés. Et les habitants parlent d'un véritable tsunami social parce qu'on est à 1 heure du Mans, on est à 1 heure de Blois. Si cette papeterie ferme, c'est demain, c'est tout un bassin de vie qui est menacé. Voilà, c'est dans les pages de région France de Ouest France et c'est l'usine Arjowiggins, douche froide pour les salariés. Merci Patrice Moyon, merci Denis Jambard, vous restez avec nous Denis Jambard pour la deuxième partie de cette émission. Tout de suite c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France mais également dans les territoires français des Outre-mer. A tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans quelques minutes, c'est Aurore Berger, la députée des Yvelines, qui est porte-parole de La République En Marche, qui sera sur ce plateau en direct. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe du côté du reste du monde, ce que vous devez retenir de ce qui s'y est passé. On part pour la Chambre des communes à Londres, hier, et puis pour la bande de Gaza. On se retrouve après. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Les pour, 329. Les contre, 302. Donc l'amendement est adopté. L'amendement est adopté. Avec ce vote, les députés britanniques ont pris le contrôle sur l'agenda du Brexit. Ils vont pouvoir organiser une série de votes sur la forme que doit prendre le divorce avec l'Union européenne, comme le maintien dans le marché unique ou encore organiser un nouveau référendum. Monsieur le Président, là où ce gouvernement a échoué, la Chambre doit réussir et je crois qu'elle réussira. Les tirs ont continué après minuit, même après l'annonce du cessez-le-feu, mais ont peu à peu baissé d'intensité. Une trêve négociée avec l'Égypte entre le Hamas et Israël. Dans la journée, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, créant le chaos dans les rues en réponse à des tirs palestiniens qui ont fait 7 blessés dans le nord de Tel Aviv.
L'Amérique est le meilleur endroit du monde, s'exclame un Donald Trump radieux, comme libéré de la menace judiciaire Mueller. Le procureur extraordinaire n'a pas trouvé de preuve d'une conspiration criminelle entre Trump ou son équipe et la partie russe. Il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. Il n'y a eu aucune sorte d'entrave à la justice. C'est une exonération totale et définitive. Mais le président américain n'est pas complètement blanchi sur l'accusation d'entrave à la justice. Le procureur Mueller précise qu'il n'exonère pas Trump. Le président n'a pas été exonéré par le procureur Mueller. Pourtant, le ministre de la Justice a décidé de ne pas poursuivre le cas et de ne pas partager ses conclusions avec le public. On ne peut pas se contenter de ce qui pourrait être une interprétation hâtive et partisane. Un massacre terrible, des femmes, des enfants, dans le village Peul d'Ogosagou, aux cases incendiées, des dizaines de blessés. La tuerie la plus sanglante depuis de longues années dans la région. Tous condamnent, l'Union européenne, l'ONU en tête, dont une délégation du Conseil de sécurité était en visite au Mali au moment des faits.